L'un des mythes répandus sur l'Australie, c'est qu'elle n'abrite aucune créature dangereuse, hormis les crocodiles, les serpents et les araignées. C'est faux. Il y a aussi des aborigènes et des chameaux. Individuellement, ils sont redoutables. Ensemble, ils sont quasi mortels. Ils ont deux qualités communes. Une conscience ineffable de leur supériorité, malheureusement tout à fait fondée, et un mépris total de mon bien-être personnel. Pour une raison obscure, et que j'ai d'ailleurs depuis longtemps oubliée, j'errais dans le grand désert de sable, au nord-ouest de l'Australie occidentale, quand je rencontrai Namitiji. Il campait en bordure de piste avec 3 femmes, 7 chiens et 2 chameaux. Tous les chiens se grattaient, les femmes s'occupaient de leurs affaires, et les chameaux affichaient un air hautain. Namitiji, homme menu d'une trentaine d'années, à l'air railleur, à la chevelure abondante et frisée, au visage glabre avec un nez écrasé et une large bouche, attendait à côté de la piste, seulement vêtu d'un pantalon déguenillé, avec une pancarte sur laquelle était inscrit, à la main, « Tour de chameau, 5 $. C'était irrésistible. Les Blancs les plus proches habitaient à près de 150 kilomètres, à Port Hedland. La circulation sur la piste devait approcher 1 véhicule par mois, et cet homme proposait des tours de chameau aux passants. Il avait repéré de loin la poussière de mon camping-car, planté sa pancarte, et il m'attendait. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. Nous étions au mois de septembre, il faisait très chaud, les mouches étaient envahissantes. Je n'avais donc pas l'intention de rester longtemps. Namitiji et moi nous présentâmes. Les femmes, vêtues de robes à fleurs, s'occupaient de leurs affaires, assises en rond autour d'un feu. Les chiens continuaient à se gratter et les chameaux à afficher un air hautain. Après quelques minutes de bavardage, je fis un geste vers les chameaux. « Vous arrivez à en vivre ?»« Oui, » répondit Namitiji avec un sourire facétieux. « Oui, j'arrive à en vivre. »« Mais vous ne devez pas avoir beaucoup de clients ici. »« Suffisamment. » J'en conclus que 5 $ par mois parvenaient à répondre aux besoins simples et frugaux de nomades primitifs. « Est-ce que je peux prendre une photo de vos chameaux ?» lui demandai-je. J'avais vaguement l'intention d'écrire un article à propos de cette anecdote un jour ou l'autre. J'aurais aussi voulu photographier Namitiji, ses femmes et ses chiens, mais je savais que beaucoup d'aborigènes n'aiment pas les appareils photos, car ils croient qu'en capturant leur image, on capture aussi leur âme. Namitiji ne s'embarrassait pas de telles notions. 5 $ pour les chameaux et 5 autres pour me prendre avec les filles, s'empressa-t-il de répondre. Ça me parut raisonnable, et je passai plusieurs minutes à photographier les êtres humains avant de m'intéresser aux chameaux. Optant tout d'abord pour un gros plan de sa tête, je me dirigeai vers l'animal le plus proche. Il me rotta à la face. Je fus alors confronté, pour la première fois de ma vie, à l'une des choses les plus redoutables en ce bas monde, l'haleine de chameau. Représentez-vous l'odeur du contenu d'un estomac de vautour, celle d'un pauvre chat mort depuis des lustres dans une fosse d'aisance, et celle d'un curry indien en décomposition 4 jours après avoir été ingurgité. Combinez toutes ces odeurs, et le résultat évoquera un Chanel numéro 5 comparé à une haleine de chameau. Projeté en arrière, je toussais, m'étouffais, et me demandais si je n'allais pas succomber. Namitiji tourna poliment la tête jusqu'à ce que je me remette. Je me contentai ensuite de prendre quelques plans moyens des animaux en restant à un maximum de distance de leur tête. « Merci beaucoup, » dis-je à Namitiji en lui tendant un billet de 10 $. « Vous voulez pas faire un petit tour de chameau ?» Je levai les yeux sur les énormes bêtes et m'imaginais, grassouillet, mou et sans un brin d'agilité, perché au sommet d'une bosse qui semblait culminer à une hauteur de 2 fois ma taille. Imaginez que vous êtes là-haut et que la bête se tourne vers vous et ouvre la gueule. « Non, merci, » lui répondis-je. Namitiji prit un air abattu et pensif.
Vous avez pas envie que je vous prenne en photo à dos de chameau? Franchement, l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. Mais comme pour beaucoup d'écrivains, seul l'appât du gain peut avoir raison de ma nature de lâche. Or, une photo de moi sur un chameau m'aiderait à vendre l'article que j'avais envisagé. Il n'en restait pas moins qu'en regardant leurs visages condescendants et malveillants et leurs bosses inconfortables et haut perchés, je soulevais une objection. « J'arriverai jamais à grimper dessus », expliquai-je à Namitiji. « Vous en faites pas, il se baisse », répliqua-t-il, en aboyant un ordre dans une langue étrangère, probablement une langue chameau. La bête la plus proche de moi plia immédiatement les pattes de devant et s'agenouilla. Puis elle plia celle de derrière et abaissa la croupe. La bosse était encore à hauteur de ma tête et je ne voyais pas comment l'escalader. « Je vais vous faire la courte échelle », proposa Namitiji. Il prit une couverture qui traînait près du feu et la jeta sur la bosse. « Voilà, vous serez plus à l'aise avec ça. » J'en doutais fort. « Passez-moi votre appareil photo. »« Vous savez vous en servir ?» lui demandai-je. « Bien sûr !» Il aurait été grossier de refuser. Je lui tendis l'appareil. « Vous pourriez peut-être me prendre juste à côté du chameau, » suggérai-je. « Non, l'effet serait beaucoup moins bon. Posez le pied sur mon dos et montez. C'est facile comme tout. » Il se plaça à quatre pattes à côté du chameau. Une nouvelle fois, il aurait été grossier de refuser, même si je craignais d'écrabouiller Namitiji sous mon poids considérable. Je ne l'écrabouillai pas. Dès que je fus debout sur son dos, il tendit les jambes et les bras et me hissa jusqu'à l'emplacement où je pouvais escalader la bosse. Je m'y trouvais particulièrement mal à l'aise et très, très loin du sol. Namitiji me tendit la bride du chameau. « Il suffit de tirer d'un côté ou de l'autre pour le diriger, » expliqua-t-il. « Hé !» m'exclamai-je, affolé. « Mais je ne veux aller nulle part, je veux seulement une photo. » Avec un grand sourire, Namitiji lança un nouvel ordre en langue chameau. L'animal tendit les pattes arrière. Je vacillais et fus sur le point de dégringoler par-dessus sa tête quand il tendit les pattes avant. Je vacillai alors de l'autre côté et faillis chuter de la croupe. Je me retins grâce à la bride. La bête tourna la tête et ouvrit la gueule. Et voilà que je me balançais à une distance inconcevable de ma terre ancestrale, douloureusement planté sur une bosse de chameau, enveloppé dans un nuage de gaz délétère qui aurait foudroyé un éléphant en bonne santé à plusieurs mètres de distance. « Faites-moi descendre !» hurlai-je à Namitiji. Ce dernier glapit en langue chameau. Le chameau déguerpit. Il détala tout droit en plein désert, tandis que je chavirais sur la bosse, tirais sur la bride de toutes mes forces et hurlais comme un putois. La sale bête allait plus vite que je n'aurais osé conduire ma voiture dans ce désert sableux parsemé de rocailles. J'étais si loin du sol que je me croyais dans un avion à basse altitude, alors que le mouvement de l'animal me donnait plutôt l'impression d'être agrippé au sommet d'un mât dans une mer houleuse. J'avais une envie désespérée de me précipiter par terre, mais la perspective de frapper le sol lointain à partir du dos d'une bête qui semblait cavaler à une 50aine de kilomètres à l'heure était trop effrayante pour ma pauvre et tendre chair, précieuse et gâtée. Je me contentai donc de m'accrocher et de brailler. Je volais vers l'horizon, à travers le désert sans piste, sous un ciel d'un bleu ardent, fonçant tout droit en direction de la côte, qui n'était pas prête de se matérialiser. « Au secours !» hurlai-je, inutilement, en tournant la tête pour voir si une aide était en chemin. Namitiji n'était déjà plus qu'un point dans le lointain. Planté près de ma voiture avec ses femmes et ses chiens, qui n'étaient maintenant pas plus gros que les puces qu'il grattait constamment, il me faisait coucou. Si des pensées parvenaient à traverser mon cerveau terrorisé, elles consistaient à me demander si j'allais chuter et mourir, me faire entraîner dans l'immensité désertique et mourir, ou affronter l'haleine du chameau une nouvelle fois et mourir. Ma monture faisait preuve d'une énergie démoniaque et ne montrait aucun signe de ralentissement. La dernière fois que je regardais,
Namitiji et les siens avaient disparu à l'horizon. Il n'y avait que des touffes d'herbes éparses, du sable et des rochers à perte de vue, écrasés sous la chape impitoyable du ciel. Je me rendis compte d'une évidence. À moins que le chameau ne me ramène, je ne parviendrai jamais à retrouver ma voiture. Même si je prenais le risque de chuter, je serais coincé et perdu dans l'immensité du désert. Je tentai de tirer de toutes mes forces sur la bride. Le chameau ne ralentit pas l'allure, mais l'ignoble tête se tourna et me souffla dessus. Ce fut ma dernière tentative. Je ne sais pas combien de temps cette course folle dura réellement, mais elle me sembla se prolonger pendant des semaines. J'étais enroué à force de brailler. J'avais l'impression qu'on m'avait matraqué l'entrejambe à coups de hache, et la terreur et les relents d'haleine de chameau me rendaient malade. Puis l'animal s'arrêta, subitement, si brutalement que je fus projeté en avant, lui heurtai la tête et m'effondrai au sol comme un gros sac de lard. Complètement essoufflé, je gisais, haletais, essayais de reprendre ma respiration. Le chameau baissa la tête et me souffla dessus. Mes poumons s'emplirent de ces gaz abominables, intolérables. Je roulais sur le côté, étouffant, secoué de haut le cœur. J'aurais éclaté en sanglots si j'en avais été capable. La mort m'épargna, au moment même où je l'aurais sans doute accueilli avec un certain plaisir, et je finis par me retrouver assis sur le sable, les yeux sur le chameau, qui avait heureusement reculé et se tenait immobile, l'air hautain. Il faisait une chaleur étouffante et des milliers de mouches m'attaquaient. J'avais une soif brûlante. Il n'y avait pas d'eau. Dieu seul savait à quelle distance j'étais de ma voiture ou dans quelle direction elle se trouvait. De toute façon, j'étais bien trop loin pour revenir à pied dans cette chaleur et sans une goutte d'eau. On peut mourir en quelques heures dans le désert, sans ombre ni eau. Or, la seule ombre, celle du chameau, était difficilement accessible. J'avais lu dans un récit de voyage que pour éviter de mourir de soif, il faut trouver un chameau mort. Dissimulé dans les plis de son corps, une membrane contient apparemment 7 à 8 litres d'eau. J'avais un chameau sous la main, mais il n'était pas mort, et pour qu'il le soit, je ne voyais qu'une solution: l'étrangler. Ce n'était pas réaliste. Je compris alors que je ferais peut-être mieux de remonter sur le chameau en espérant qu'il accepte de me reprendre. Je me couvris le nez et la bouche avec un mouchoir et m'avançai lentement vers la bête. Elle ne bougea pas, mais elle scia. Je levai les yeux sur sa bosse, tout là-haut dans le ciel, et me demandai comment diable j'étais censé grimper dessus. Le chameau s'agenouillerait peut-être si je parvenais à lui en donner l'ordre correctement. « À genoux !» aboyai-je. Le chameau me regarda avec mépris. « À genoux !» répétai-je, avec le même résultat. « À genoux, s'il te plaît !» l'implorai-je. Le chameau prit un air arrogant. Décidément, ces bêtes en connaissaient un rayon à ce sujet. Je n'avais guère d'espoir, car même si je parvenais à remonter sur son dos, comment m'assurer qu'il n'allait pas m'entraîner plus loin dans le désert? Mais ça me donnait au moins une chance de m'en sortir, alors que je n'en avais aucune si je restais où j'étais. Je devais employer les grands moyens. Je reculais de quelques mètres, repoussais plusieurs centaines de mouches de mes yeux, épongeais la sueur de mon front et me précipitais sur le chameau au pas de course. Je ne suis pas un grand sportif. Bondissant le plus haut possible, je tentais de m'accrocher au sommet de la bosse. Je percutais le flanc d'acier du chameau dans un boucan monumental, m'assommais et m'affalais mollement et lentement le long de son corps nauséabond pour finir à plat ventre dans le sable brûlant. « Vous avez des problèmes ?» me demanda la voix de Namitiji. Je sortis la tête du sable et découvris ce dernier. Il s'était approché tandis que je me ridiculisais avec le chameau. Jamais de ma vie, ni avant, ni après, je n'ai été plus heureux de voir un aborigène sur un chameau. En réalité, je n'en avais jamais vu avant
et espère ne jamais en voir un autre. Mais je m'égare. Je faillis couvrir de baisers les pieds nus et poussiéreux de mon sauveur, puis je l'entendis me parler. « Vous me devez 5 $ pour ce tour de chameau, » me dit-il d'un ton accusateur. « Pas de problème, » bafouillai-je. « Aucun, tant que vous me tirez d'ici. » Je sortis mon portefeuille et lui tendis un billet de 5 $. Il se pencha, le prit et le glissa dans sa poche arrière. « Bon, » reprit-il, « vous voulez faire un autre tour maintenant ?» J'avais du mal à y croire. Cet homme allait me faire payer pour me secourir après m'avoir kidnappé sur son foutu chameau. Je n'étais cependant guère en position de marchander. « Vous voulez 5 $ de plus ?» lançai-je d'un ton un peu abrupt. « Non, » répondit Namitiji. « J'avais affaire à un gentleman, après tout. »« Le deuxième tour coûte 100 $. » Non, je n'avais pas affaire à un gentleman. « 100 » couinai-je. « 100 » Namitiji était implacable. Je regardais sa figure candide et primitive d'aborigène. Je regardais les chameaux. Je regardais le désert et le ciel bleu profond. Et je sus que je m'étais fait avoir. Je comptais 100 $. Il descendit de sa monture, lança un ordre à la mienne qui la fit s'agenouiller, et il me prêta une nouvelle fois son dos. Mon esprit médiocre finit par comprendre que ce chameau était extrêmement bien dressé. Cette sale bête était complice du racket. Le retour au camp ne prit qu'une demi-heure. C'était juste à l'horizon. Le chameau avait dû tourner en rond avant. Tout était prévu. Je descendis de la bosse, filai jusqu'à ma voiture et m'en allai sans échanger un autre mot avec l'exécrable Namitiji. Il se contenta de m'adresser un sourire supérieur. J'avais parcouru 200 kilomètres de piste lorsque je m'aperçus qu'il ne m'avait pas rendu mon appareil photo. Je ne suis pas allé le récupérer.